OK, je pense qu'on pourrait commencer. Bonjour et bienvenue à la troisième journée du colloque de l'ADQ. J'espère que vous avez apprécié les sessions jusqu'à présent. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophia Che et je suis professeure adjointe au département de démographie à l'Université de Montréal. Et c'est moi qui aurai le privilège de présider cette session. Avant de commencer officiellement, je voudrais vous mentionner que nous enregistrons cette session. Si vous ne souhaitez pas apparaître dans l'enregistrement, veuillez garder votre caméra fermée. Cette session est un peu différente des autres sessions. Plutôt que de présenter de nouvelles recherches, nous aurons le plaisir d'avoir Barthélemy Coité-Defoe, professeur titulaire au département de démographie à l'Université de Montréal, présente un article récemment publié, suivi de réflexions de trois panélistes représentant différentes organisations. Avant de commencer, je voudrais d'abord donner la parole à Jacques Légaré. C'est lui qui a proposé et organisé cette session. Jacques, oui, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas en contact, là. Vous ne m'entendez pas? Oui, on vous entend. Parfait. Alors, écoutez, moi, au cours de l'été dernier, lorsque j'ai pris connaissance de cet article publié dans The Lancet, je me suis dit que ça serait intéressant de voir comment nous, les collègues au Québec et au Canada, on pouvait réagir par rapport à des projections moyen terme et de long terme. Donc, j'ai proposé à l'ADQ, dans le cadre du colloque, de faire une table ronde, le mot souvent galvaudé toutes sortes de choses, mais enfin, de certaines présentations pour voir ce qu'est vraiment ce grand avancée qui a été publié dans The Lancet, qui est quand même une revue très importante dans tous les domaines. Dans notre domaine, il y a parfois des articles, et là, on en a un important. Et pour mieux le comprendre, j'ai demandé à Coité-Defoe de nous le présenter et ensuite de voir comment les gens qui travaillent dans les offices statistiques, qui sont des collègues, membres de l'ADQ, comment eux, ils réagissent par rapport à cette discussion autour des projections à moyen et à long terme. Alors voilà, maintenant que c'est lancé, je laisse la parole à notre présidente. Merci beaucoup. Alors, pour mettre en contexte l'article sur lequel Barthélemy va présenter, il va commencer par donner un aperçu du projet qui s'appelle Global Burden of Disease. Cette partie va durer 15 minutes. Après avoir terminé, il va faire une deuxième présentation où il va résumer les points clés de l'article World Population Likely to Shrink After Mid-Century, Forecasting Major Shifts in Global Population and Economic Power. Cette partie va durer 25 minutes. Lorsque j'aurai fini de parler, je mettrai un lien vers l'article dans le clavardage. Alors, Barthélemy, vous avez 40 minutes pour les deux présentations. Vas-y. Alors, merci beaucoup, chers collègues. Merci à Jacques qui a bien voulu organiser cette table ronde. Et merci à Sophia d'avoir accepté de le présider. Alors, je vais faire le partage d'écran, si vous le permettez, parce que... Non, comment ça se fait? Attends, non. Oups. Oh là là, je suis sorti. Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Un instant. Bon, OK. Alors, tout à l'heure, comment c'était fait? Juste... Alors, ça, c'est la technologie. Hein, vous voyez, il faut qu'on s'habitue un peu petit à petit. Alors, je crois que j'y suis là, c'est ça? OK. Alors, voilà. Attendez, je vais au début. Voilà. Est-ce que tout le monde voit le... Voilà. Oui, c'est parfait. OK, d'accord. Alors, donc, je disais, Jacques a bien voulu organiser cette table ronde parce que ce que nous savons au niveau mondial, c'est que les problèmes de démographie et les problèmes de santé sont intimement liés. Et donc, au sein du groupe des Global Burden of Disease, ce que nous essayons de faire depuis quelques années, c'est justement, enfin depuis un quart de siècle, c'est de travailler à comprendre les situations qui préoccupent la communauté internationale. Alors ici, je vais, comme Sophia l'a dit, présenter d'abord une sorte d'aperçu de ce qui se fait au niveau du Global Burden of Disease Study,
avec Chris Murray et les autres collègues. Et après, je vais vous présenter un peu ma perspective, ou plutôt les enseignements que l'on peut tirer de l'article dont Jacques a fait allusion tout à l'heure, parce que ça interroge les démographes, puisque l'objectif des projections, c'est d'éclairer les décideurs, mais aussi de nous renseigner sur comment planifier les choses dans l'avenir. Alors, le Global Burden of Disease Study, c'est dirigé par Chris Murray, qui est à l'Université de Washington, Seattle, au sein de l'Institute for Health Metrics and Evaluation. C'est un institut qui, en fait, est comme le siège social du regroupement de tous les experts en santé mondiale et qui travaillent justement dans le cadre de ce vaste programme. Quand on parle du Global Burden of Disease, de quoi s'agit-il? Essentiellement, nous avons un modèle de collaboration scientifique qui est mondial, avec une riche diversité de compétences académiques et de traditions mathématiques et statistiques. Il s'agit d'un système ou d'un groupe qui, de façon systématique et scientifique, essaye de quantifier l'ampleur de la perte de santé due à toutes les principales maladies et blessures, ainsi que les facteurs de risque par sexe, âge et population au fil du temps à travers le monde. Et depuis les années 90, en fait, le GBD a donné des informations et des données probantes pour tous les pays du monde, 195 pays et les territoires, dont il y a 204 pays et territoires au monde. Et il y a souvent des études qui se font au niveau sous-national, dans certains cas, lorsque les données sont disponibles. À date, nous avons presque 359 maladies et blessures qui sont couvertes, 3228 séquelles, 84 facteurs de risque ou groupes de facteurs de risque. Et il s'agit, pour ce qui a été monté comme machine, les données massives, des séries chronologiques qui partent des années 90, et chaque année, ces séries sont mises à jour. Alors, les publications issues des travaux du groupe sont publiées dans les meilleures revues en médecine, New England Journal of Medicine, The Lancet, mais aussi il y a des policy reports, dans des rapports politiques, et très souvent, tout ce qui a été fait est mis en ligne au sein du GBD à Seattle. Alors, en termes de contribution, qu'est-ce que le GBD a fait de façon unique? C'est qu'il y a une certaine standardisation de ce que je pourrais appeler une solution standard pour une seule santé mondiale, dont l'idée étant de s'assurer que pour tous les pays du monde, pays développés, pays à revenus faibles ou intermédiaires, pays pauvres, que l'on puisse avoir un moyen de pouvoir comparer tous les pays par rapport aux différents états de santé. Alors, donc, de ce point de vue-là, vous comprenez qu'il y a des défis au rang desquels le codage et les définitions des cas incohérents. Très souvent, il n'y a pas de données. Souvent, les données sont contradictoires. Et puis, il y a toujours des erreurs de mesure, d'échantillonnage ou de non-échantillonnage. Et enfin, l'un des défis auxquels nous sommes confrontés dans tous les pays du monde, y compris les pays économiquement avancés, c'est que certains groupes sont systématiquement exclus dans la collecte des données pour toutes sortes de raisons. Alors, quelles sont les solutions qu'au niveau de notre groupe, nous avons apportées à ces défis pour pouvoir avoir les données probantes au niveau mondial et pour tous les pays et les territoires qui sont identifiés au niveau du monde? C'est qu'on fait un examen de la qualité de toutes les sources de données, on fait des corrections appropriées des erreurs ou des biais connus, par exemple en utilisant la méthode de codage des ordures, on fait des ajustements des différentes définitions de cas, des technologies de diagnostic,
des périodes de rappel et ceci permet d'avoir une définition standard qui permet, avec les méthodes statistiques, de pouvoir mesurer de façon relativement robuste tous les indicateurs de santé et donc de nous prononcer sur la charge de la morbidité au niveau mondial pour tous les pays et territoires. En termes de méthodes statistiques, on essaye d'utiliser les meilleures méthodes statistiques possibles pour traiter les données manquantes, les données incohérentes, nous assurer que l'on inclut de façon systématique les groupes qui sont exclus dans la plupart des études et des données au niveau des pays et que l'on tienne compte des erreurs de mesure et les corrige dans l'estimation. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ou qu'est-ce que le GBD fait pour aller au-delà des métriques traditionnelles que nous savons en démographie et en santé, en épidémiologie, la prévalence et l'incidence des maladies et des traumatismes, le nombre de décès, le taux de mortalité, etc., ces indices que nous connaissons tous. Alors, il y a au moins 4 contributions que nous estimons avoir été à l'avant-garde des travaux du GBD en termes d'élargir, n'est-ce pas, le construit de ce qu'on considère comme santé. Donc, la santé, c'est un construit beaucoup plus large qui va au-delà juste de la mort ou de la mortalité. Et c'est d'ailleurs pour cela que quand j'ai créé le cours de démographie, de mortalité au département de démographie, je l'ai intitulé mortalité, santé et vieillissement. Parce que pour moi, la mortalité ne permet pas aux démographes de comprendre le processus qui conduit au décès. Donc, on ne peut pas étudier la mortalité et ne pas, sans s'intéresser à la santé, qui en fait fait partie du continuum qui a comme fin du processus la mort. Alors, en termes de 4 avancées, dont nous avons les années de vie perdues en raison de la mortalité prématurée, les années de vie perdues, les années vécues, pardon, avec une incapacité pour une cause dans un groupe d'âge ou sexe qui sont égales à la prévalence de la maladie multipliée par le poids de l'incapacité pour cette cause-là. Nous avons les années de vie ajustées en fonction de l'incapacité, le DELI, que vous connaissez certainement parce que ça c'est partout, et qui en fait sont la somme des années de vie perdues et des années de vie, des années vécues avec incapacité. Et enfin, il y a l'espérance de vie en bonne santé, qui est une mesure récapitulative positive comptant essentiellement les années de vie attendues en pleine santé. Alors, au niveau du modèle scientifique du GBD pour une santé mondiale, nous avons 4 principaux rôles pour les collaborateurs. Le premier, c'est améliorer les entrées des données parce que pour avoir les données pour tous les pays et territoires au monde, il faut bien que l'on puisse solliciter et avoir des contributions de toutes les parties prenantes. Deuxième rôle, c'est critiquer les résultats et vérifier les modèles statistiques, on s'entend. Troisième, c'est publier non seulement au niveau global et dans les différentes régions du monde, mais aussi au niveau local, au niveau pays et souvent au niveau des sous-régions des pays. Et là, la chose qui nous unifie tous, c'est qu'on a des publications qui, en fait, couvrent l'ensemble des pays et donc qui sont de portée mondiale en termes des thématiques qui sont couvertes. Alors, dernière contribution importante, c'est qu'on essaie chaque fois de traduire les données probantes, donc les évidences scientifiques pour les décideurs afin d'augmenter l'impact et l'utilité de ces données dans la vie et dans les prises de décision au niveau des différents pays. Maintenant, l'implication mondiale et le leadership sont essentiels pour
les systèmes de données qu'il faut améliorer, les meilleures données qu'il faut collecter, les meilleures estimations des modèles qui nous permettent d'avoir avec précision le niveau du fardeau de la morbidité, une grande implication des parties prenantes, dont les chercheurs, une augmentation de la capacité de tous les pays du monde et un impact politique beaucoup plus fort avec ces données. Alors, rapidement, en termes d'engagement pour la transparence, le GBG, depuis 1995, s'est engagé, 2015, pardon, s'est engagé à s'assurer que toutes les données collectées et tout le processus d'analyse et de publication que ce soit mis à la disposition du public avec l'approche Gather que nous avons développée. Et j'ai participé de façon active à cet effort. Et quand Alan Lopez m'avait invité à joindre le groupe en 2014, et donc c'est exigeant, mais en même temps, c'est assez enrichissant parce que c'est une activité qui est importante pour le monde et dont nous le faisons avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup d'engagement. Qu'est-ce que nous avons fait au niveau du groupe au cours des... Pardon? Au cours d'un quart de siècle, on a une description quantitative de la santé et de ces tendances qui est utile pour l'humanité. Les décideurs à de nombreux niveaux veulent ce type d'informations de plus en plus détaillées. L'avènement d'un calcul abordable a signifié que les méthodes bayésiennes que nous utilisons peuvent être largement appliquées pour mettre la quantification de la santé sur une base statistique plus solide. Troisièmement, l'analyse que nous faisons documente les lacunes des données dans tous les pays, y compris les pays à revenus économiquement élevés comme le Canada, soulignant ainsi la nécessité de continuer à améliorer la collecte des données comme l'enregistrement des causes de décès. Quatrièmement, l'organisation de la plus grande collaboration dans le domaine de la recherche en santé dans le monde s'est trouvé renforcée avec le GBD, mais aussi l'engagement d'expertise dans chaque pays qui doit se développer et la gestion de la science de groupe qui a besoin, n'est-ce pas, de bons outils pour gérer cette mise à l'échelle. Et enfin, on convient que le GBD est un bien public mondial qui nous tient tous responsables de l'amélioration de la santé de tous et de chacun au niveau mondial. Alors, qu'est-ce que nous avons identifié comme principaux facteurs de risque de tous les problèmes de santé et donc de la charge mondiale de la morbidité? Vous avez ici le graphique. Je vais vous dire, bon, essentiellement, c'est quoi? On a la malnutrition, et par malnutrition, on n'entend pas seulement la sous-nutrition, mais aussi c'est la surnutrition, l'obésité et l'embonpoint. L'hypertension artérielle, qui depuis les années 90 constitue l'un des principaux facteurs de risque de décès, le tabac, la pollution de l'air, les risques alimentaires, la glycémie plasmatique à jeun élevé, l'indice de masse corporelle élevé, le taux de cholestérol élevé, la consommation d'alcool, le dysfonctionnement rénal, le risque professionnel, le rapport sexuel non protégé, la température non optimale, l'usage des drogues, la faible activité physique, la violence conjugale, les abus sexuels et l'intimidation durant l'enfance. Et vous avez la liste qui continue. Donc, nous avons une vingtaine que nous avons ici pour illustrer. Alors, je vais continuer pour dire, en fait, il y a eu à date 5 preuves solides sur le plan scientifique que nous pouvons dire que ça participe aux principales réalisations du GBD et comme contribution au niveau mondial. D'abord, on a démontré que doubler le développement de rattrapage, donc que les pays plus les pays vont avancer en niveau de développement, plus ces pays vont avoir les ressources nécessaires pour faire face aux défis de santé et donc ça va contribuer à réduire la charge de morbidité. Nous avons également démontré que le programme de santé des OMD a fonctionné. Nous avons aussi
établi que les systèmes de santé doivent s'adapter à la montée des maladies chroniques et non transmissibles ainsi que des handicaps, parce que ça reste et va continuer à rester les principaux défis en santé mondiale. Nous avons également documenté qu'il y a un échec au niveau mondial quant aux principaux facteurs de risque de la charge mondiale de morbidité. L'humanité, jusqu'alors, n'a pas pu faire reculer assez ces facteurs de risque pour toutes sortes de raisons, au rang desquelles les comportements individuels. Enfin, comme nous allons établir dans la deuxième partie de la présentation, nous avons les conséquences sociales, fiscales et géopolitiques de la dynamique des populations qui doit pouvoir préoccuper l'humanité. Alors, regardons rapidement, pour terminer, un peu quelques chiffres ici. Lorsqu'on regarde le changement de l'espérance de vie en bonne santé, ventilé par Quintil selon l'indice socio-démographique que nous avons élaboré au sein du groupe des experts en santé mondiale, on voit très bien qu'avec l'augmentation de l'indice socio-démographique, les inégalités de santé s'amenuisent. Donc, à la gauche, les pays qui ont un niveau d'indice socio-démographique faible, lorsque on observe que les changements sont les plus importants là-bas, parce que c'est là, justement, où, quand il y a un effort de développement ou contribution à améliorer les conditions socio-économiques de la population, ben, ça a un impact important en termes de l'espérance de vie en santé. Alors, je vais passer là-dessus. Deuxième élément, on a souligné le fait que les objectifs de développement de millénaire ont fonctionné, qu'il s'agisse de la réduction de la mortalité des enfants, de la réduction de la mortalité maternelle, ou bien de faire reculer la pandémie du VIH, la tuberculose ou le paludisme, comme en Afrique. Il est clair qu'il y a eu des avancées et des progrès notables. Alors, il y a également des données probantes qui prouvent qu'en termes de progrès quant à la réduction de la mortalité et les interventions qui ont visé à réduire le fardeau de la maladie, de la morbidité, tout ceci, ça marche, les interventions marchent. Et donc, on a également, quand on regarde les objectifs de développement durable jusqu'en 2030, il nous semble que le financement jusqu'alors a davantage porté sur les objectifs du développement du millénaire, alors que nous sommes déjà à 10 ans, moins de 10 ans d'ailleurs, pour la fin des objectifs du développement durable qui est en 2030. Ici, troisième évidence, je le disais tout à l'heure, il faut absolument que le système de santé s'adapte à la montée des maladies non transmissibles et des incapacités. Quand vous regardez le graphique ici, essentiellement, lorsqu'on regarde les taux de changement annualisés, il est clair que c'est davantage pour les maladies non communicables que nous avons des défis importants à relever. Alors, ici, nous montrons rapidement comment l'indice socio-démographique dont je parlais tout à l'heure, quand ça s'améliore également, il y a une amélioration d'accès aux soins de santé. Donc, la relation ici que nous essayons de montrer, c'est entre l'accès aux soins de santé universels et la baisse de la mortalité ou la réduction du fardeau de la maladie due aux maladies non transmissibles. Et on voit bien que dans les 204 pays du monde et territoires, l'amélioration des systèmes de santé permet et contribue à réduire le niveau de mortalité et de morbidité et donc le fardeau de la morbidité dans le monde. Troisième évidence, c'est toujours le système. Donc, on prend là quelques éléments comme le daily. On voit que c'est passé de 26% en 1990 à 41% en 2019. Alors, donc, ça, c'est des informations qui sont critiques pour permettre aux décideurs de voir qu'il y a des choses à faire. Et c'est là, justement, où, au niveau mondial, on essaye de s'assurer que le personnel de santé dans les ministères soit bien formé et que, en termes de réduction du fardeau de la morbidité, que ce soit les expertises et les compétences au niveau national soient là.
Alors, vous voyez ici un peu la structure des facteurs de risque. Je ne vais pas revenir dessus, j'en ai parlé tout à l'heure, donc ça reste très clair qu'il faut faire quelque chose. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, on voit qu'il y a un échec au niveau de la réduction significative des niveaux de facteurs de risque, qu'il s'agisse de la consommation de tabac, de l'obésité, de l'activité physique, etc. C'est des choses qui sont largement établies. Alors, quels sont les développements que nous avons au sein du groupe des experts pour l'année 2000, dans ce que nous allons produire pour 2000 et les années à venir? La première tâche qui nous préoccupe, c'est établir un score de risque. Donc, pour l'ensemble des maladies et des pathologies chroniques et infectieuses transmissibles au monde, nous voulons être capables d'avoir des scores de risque. Deuxième préoccupation majeure sur laquelle nous planchons depuis 1 an que la pandémie de la COVID a commencé, c'est que nous voulons établir et donner à la communauté mondiale, aux décideurs et à toutes les parties prenantes, la pleine mesure de l'impact de la COVID-19 pour l'ensemble des 204 pays et territoires au monde. Nous voulons estimer les décès directs, être capables de nous prononcer sur les décès qui n'ont pas été déclarés, nous prononcer sur les décès qui ont été causés par le fait que les gens ont été amenés à être immobiles, les décès dus aux soins de santé qui n'ont pas eu lieu et les effets à long terme, incluant les effets sur la santé mentale de la COVID-19. Enfin, nous voulons essayer de faire un effort d'avoir une sorte d'intégration des estimations du fardeau de la maladie et puis, bien entendu, qu'est-ce qui va arriver pour le futur. Et c'est là où je continue avec la deuxième partie. Il me reste pas beaucoup de temps, mais ça va? Il te reste 17 minutes. OK, j'y vais. En tout cas, j'ai parlé en intégrant les choses. Alors donc, ici, c'est l'argument qu'au niveau mondial, nous attendons à ce que la population mondiale commence à baisser à partir de 2060. Alors, pourquoi cela? Regardez, ben oui, ça a fait une des nouvelles à travers le monde. Je vous montre ici, ce n'était pas seulement Jacques qui avait été piqué par la nouvelle. Vous voyez ici qu'il y avait beaucoup de... Alors, le New York Times avait écrit « No one knows what's going to happen ». C'est sûr que lorsqu'on parle de se prononcer en 2100 pour une population mondiale, il faut oser. Alors, le démographe, c'est son devoir, c'est sa responsabilité, et Jacques a raison, de pouvoir mettre tous les spécialistes autour d'une table pour dire, mais qu'est-ce que vous pensez de cela? Donc, nous savons comme démographe que pour faire des projections, on a besoin de trois morceaux d'informations. Qu'est-ce qui se passe en termes de mortalité? Qu'est-ce qui se passe en termes de migration? Et bien entendu, la fécondité, c'est la pièce maîtresse. Alors, quels sont les facteurs ou les moteurs derrière les variations en fécondité, en mortalité et en migration? Au niveau du groupe des experts, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé de comprendre d'abord qu'est-ce qu'il faut poser comme hypothèse. Vous savez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise projection, il n'y a que de projections plausibles. Alors, donc, nous utilisons la grande base des données de covariables pour l'étude du Global Burden of Disease pour fournir des facteurs et des déterminants dans nos modèles. Alors donc, ce qui fait que quand on parle de fécondité, de mortalité et de migration, c'est l'artillerie de tout ce que nous avons comme données qui permet, depuis que je suis au sein du groupe, en tout cas, c'est l'ensemble des données dont on n'analyse pas la mortalité sans tenir compte de la fécondité, sans tenir compte de la migration. Et donc, en termes de facteurs de la fécondité, nous avons au niveau de modèles
pris en compte le besoin de contraception et d'éducation des femmes qui doit être satisfait. Au niveau de la mortalité, c'est l'indice socio-démographique dont je vous ai parlé tout à l'heure, tous les facteurs de risque des 84 dont je vous ai parlé, et pour la migration, la différence entre les taux de natalité et de mortalité, les décès dus aux conflits et aux catastrophes naturelles. Et naturellement, nous avons utilisé les séries temporaires. C'était fait dans le cadre de cette étude qui est en cause, mais c'est dans l'ensemble des autres publications, c'est les mêmes procédures et les mêmes approches méthodologiques que nous utilisons. Alors, on va parler des scénarios sur mesure pour les prévisions démographiques élaborées par le groupe de JPD. Alors, nous considérons d'abord les différentes trajectoires de l'éducation future des femmes et répondant aux besoins de contraception, de contraceptifs modernes pour l'ensemble des femmes, tous les autres conducteurs à la prévision de référence. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? L'ensemble, je ne veux pas élaborer dessus, peut-être on pourra revenir dans la discussion. Un rythme plus lent a répondu aux besoins et à l'éducation, ça c'est ce que nous considérons, et comme référence, tous les conducteurs aux trajectoires futures les plus plausibles. Un rythme plus rapide a répondu aux besoins et à l'éducation, nous considérons au 85e centile. Le rythme le plus rapide a répondu aux besoins et à l'éducation, 99e centile, et puis nous considérons également le rythme, n'est-ce pas, des objectifs de développement durable, où on considère que 100% des besoins seront satisfaits en éducation et d'ici 2030, ce qui est une possibilité, mais il faut attendre voir. Alors, quand on regarde les données de façon globale et les changements entre maintenant et 2100, qu'est-ce qu'on peut dire globalement? On s'attend à ce que la population mondiale en 1950, c'était de 2,6 milliards, 6 milliards. En 2020, on est à 7,9 milliards. Et nous considérons que la population mondiale augmentera de 2 milliards au cours des 40 à 50 prochaines années et elle va décroître d'environ 1 milliard au cours de la dernière partie du siècle pour se situer autour de 8,8 milliards en 2100. Le 1 milliard d'augmentation entre maintenant et 2100 va être essentiellement attribué d'une part à l'augmentation de la population d'Afrique subsaharienne qui va passer de 1 milliard à 3 milliards, mais aussi de la baisse de la population d'Asie d'1 milliard qui va diminuer de 4 à 3 milliards. Alors, regardons, ça c'est un peu le schéma graphique de ce que je viens de vous dire. Alors, ça vous donne un portrait, comment ça va se jouer et comment les différentes parties du monde, les pays économiquement avancés, 1 milliard, les pays d'Europe et d'Asie centrale, l'Amérique latine autour d'1 milliard. Quand vous voyez, nous sommes en 2020 ici, voici la situation en 2020 pour les différents, les grands groupes des régions du monde, et regardez la situation en 2100. Ça, c'est ce qui est considéré comme le scénario de 2100 par rapport à ce que nous avons en 2020. Alors, qu'est-ce que nous avons pour dire c'est ce qui risque de se passer? Vous allez me poser la question. Alors, essentiellement, nous savons tous que la règle générale pour le démographe, c'est quoi? C'est que tout est question de fécondité. En réalité, l'indice synthétique de fécondité, c'est la pièce maîtresse. Le niveau de remplacement de la population, en fait, le niveau de remplacement, pardon, de la fécondité, nous savons que, en règle générale, si l'indice synthétique de fécondité ou le nombre moyen d'enfants par femme est de 2,1, la taille de la population sera maintenue à long terme. Les démographes le savent,
Et donc, l'indice synthétique de fécondité de 2001, de 2,1, pardon, est appelé niveau de remplacement. Pourquoi? Parce que, essentiellement, avec cet indice, ce niveau, on va pouvoir remplacer la population. Mais vous savez, comme moi, que dans la plupart des pays, on est loin de ce niveau. Alors, la validité de la règle empirique dépend, bien entendu, de la migration, des entrées et des sorties des migrants et d'autres facteurs au rang desquels la mortalité, la structure par âge et le rapport de masculinité à la naissance. La fécondité est, selon nous, le principal déterminant dans la prévision de la population mondiale d'ici la fin du siècle. Bien entendu, la fécondité est également le phénomène le plus difficile à prédire dans le futur. Pourquoi? Parce que c'est influencé par les comportements individuels, mais aussi par un certain nombre de choses que nous connaissons en général. Alors donc, en termes des prévisions de fécondité, qui seront le principal facteur expliquant les différences de prévisions entre c'est-à-dire les prévisions, qu'est-ce qui va se passer, quel sera le devenir de la fécondité, c'est ça qui explique essentiellement les différences en termes de prévision par rapport à ce qui est fait par les collègues d'Autriche, ce qui est fait par les nations, la division de la population des Nations Unies, et ce qui est fait par nous, par notre groupe. Alors, nous avons des raisons de penser que nos estimations et ce qui a été fait est relativement robuste. Il y a eu deux améliorations importantes en termes de méthode d'estimation. D'abord, nous modélisons la fécondité de la cohorte à 50 ans. Pourquoi? Parce que cette mesure à 50 ans mesure l'expérience d'une cohorte de femmes suivies dans le temps par rapport à l'indice synthétique de fécondité qui, comme vous le savez, est une mesure de période. C'est un indice synthétique et donc essentiellement conjoncturel. L'indice synthétique de fécondité peut aussi être faussé par des changements dans la distribution de l'âge à l'accouchement des femmes et donc ne représente pas l'espérance de vie des femmes de façon générale. Également, nous modélisons la fécondité de la cohorte à 50 ans avec des covariables en fonction de l'éducation des femmes et des besoins en matière de contraception. Et nous observons bien que ceci explique 80% de la variation passée de la fécondité de la cohorte de 50 ans, ce qui est relativement robuste et intéressant. Alors, regardons un peu ce qui se passe. Ça, c'est le graphique juste pour situer que la situation, quand on considère l'éducation et le besoin satisfait en matière de contraception, ben, il y a quand même une égalité. On explique, comme je l'ai dit, 80%, mais également, quand on regarde ce qui serait le niveau de fécondité attendu pour une cohorte de femmes avec 16 années d'éducation et une couverture, c'est-à-dire l'accès à la contraception à 95%, on se retrouve avec un niveau de fécondité, l'indice synthétique de fécondité autour de 1,4. Alors, regardons un peu les trois institutions, dont les projections des Nations Unies, les projections de nos collègues en Europe et les projections au sein de notre groupe. On est à un indice synthétique de fécondité de 1,94 pour les Nations Unies, 1,107 pour nos collègues en Europe et 1,106 pour le GBD. Quand on regarde les 195 pays entre 1950 et 2100, ben, essentiellement, il y a 5 morceaux d'informations qu'on a. En 1950, on avait 5 ou moins de pays qui avaient une population en décroissance ou qui avaient un indice synthétique de fécondité en dessous de 2,1. En 2020, nous avons presque 100 pays qui ont un indice synthétique de fécondité en deçà du niveau de remplacement.
également, nous avons 30 pays qui ont une population en décroissance. En 2100, on aura autour de 180 pays qui auront une population, qui auront un niveau de fécondité en deçà du seuil de remplacement, et on aura presque 170 pays qui auront tous des populations à taille décroissante, donc qui connaîtront tous ces pays un déclin de la population. C'est un peu le schéma que je vous présente ici. Donc, donc vous voyez ici les scénarios pour, dans les différents cas où on a fait différentes simulations, mais dans l'un et tous les cas, on est de façon plus ou moins claire à penser que la population mondiale va effectivement baisser et ne pas s'écarter trop des estimations qui sont présentées par le DBD, à l'Institut et notre groupe. Alors donc, ça, quand on regarde les différents paramètres, on voit que l'on considère seulement la baisse, le scénario où on a le besoin en contraception satisfait avec le rythme d'augmentation du niveau d'éducation que l'on a considéré, qui varie du faible au rapide, au très rapide, on voit que dans tous les cas, la population nage autour de entre 6,3, ce qui serait assez... on ne pense pas ça, mais nous pensons autour de 8,8. Donc, quel que soit le jeu de scénario, on est dans cette fourchette. Et ça, quand vous regardez la pyramide des âges, en 2020, nous avons la pyramide des âges de nos jours, et en 2100, on s'attend à ce que 2,4 milliards qui est 2,4 milliards de personnes de 105 ans et plus, contre 1,7 milliard de personnes de moins de 20 ans. Donc, une augmentation de 251 pour 1000 des 105 ans et plus d'ici 2100, et une baisse de 35% des moins de 20 ans d'ici 2100. Il te reste 2 minutes. Oui, 2 minutes. J'ai presque terminé. Alors, quelles sont les régions au monde qui vont en fait tirer leur épingle du jeu en termes de la population active? Vous voyez que à partir de 2050, pratiquement, vous n'avez essentiellement que le continent africain qui va jouer pour le monde. C'est-à-dire que la population active va continuer à augmenter en Afrique. Et donc, l'avenir, à notre sens, en termes de capacité de production et puis de développement, le moteur va être davantage en Afrique parce que la population active est beaucoup plus prépondérante là-bas. Alors même, ici, je présente juste les scénarios des différentes institutions et vous voyez ce que nous avons dit tout à l'heure, que le pic sera autour de 2064 à 9,7 milliards d'êtres humains. Et bon, je ne vais pas répéter ici parce que le temps nous manque. Alors donc, en termes de conséquences, je vous disais tout à l'heure, au début, qu'on a des conséquences sociales, fiscales et géopolitiques de la dynamique de la population. J'ai publié pour le compte de l'Organisation mondiale de la santé un article récemment, Population Dynamics Approaches for Research and Action in Global Health, qui en fait fait le tour de ce que l'on doit pouvoir éventuellement tirer comme profit des approches démographiques et des approches en santé mondiale pour pouvoir situer le contexte des changements et des processus démographiques et de santé à travers le monde. Et si on regarde la question fondamentale qu'on se pose, étant donné que la fécondité est le nœud de la guerre, c'est savoir à long terme quel sera le niveau de fécondité qui va être atteint quand on aura un niveau d'éducation élevé autour de 16 ans et presque l'accès universel au service de santé reproductive. On estime que l'indice synthétique de fécondité sera entre 1,4 et 1,5 et qu'on aura environ pour 0,1 différents d'enfants dans un pays
développée à ce niveau, on va avoir autour de 600 millions de gens en 2001. Donc, la réalité, comme vous le voyez dans ce schéma, étant donné le temps qu'il est, c'est que, quel que soit le scénario, on voit bien que la situation est claire. La population mondiale va baisser d'ici 2100. Alors, ça va avoir des implications au niveau des gens qui vont participer au marché du travail, des taxes, hein, des demandes en programmes sociaux, etc. Les gouvernements vont devoir faire face à cette situation. C'est déjà le cas au Japon, en Chine, en Russie. Il y a différents scénarios. Les gens considèrent l'immigration. Est-ce qu'il faut essayer de stimuler la fécondité? Est-ce qu'il faut augmenter l'âge à la retraite? Il y a seulement deux possibilités à court terme. Soit on augmente l'immigration, soit on augmente, fait la promotion ou développe les activités pour promouvoir la fécondité. Et il est clair que d'ici la fin de la seconde partie du siècle, il y aura une compétition féroce pour les immigrants, étant donné que la fécondité ou les interventions pour augmenter le niveau de fécondité sont et vont continuer à être très difficiles et vont avoir un impact limité parce que ça ajoutera entre 0,1 et 0,2% d'enfants par femme, ce qui est relativement marginal. Donc, en résumé, pour terminer, nous considérons qu'il y a quelques éléments ici à relever pour la discussion. D'abord, nous considérons que dans notre prévision de référence, la population mondiale augmentera de 2 milliards au cours des 40 à 50 prochaines années, puis diminuera de 1 milliard à 8,8 milliards en 2100. La population de l'Afrique subsaharienne passera de 1 à 3 milliards de la population, et la population asiatique diminuera de 1 milliard. Les 5 plus grands pays en 2100 seront l'Inde, le Nigeria, la Chine, les États-Unis et le Pakistan. 183 pays sur les 195 seront en dessous du taux de remplacement de la fécondité en 2100. Nous estimons également que 23 pays connaîtront des baisses de population de plus de 50% entre 2017 et 2100. Le Japon, le Thaïlande et l'Espagne. 34 autres pays diminueront entre 25 et 45% de leur population, donc connaîtront des baisses de population aussi drastiques que ça. Et les structures par âge de la population passeront d'ici 2100 à 2,4 milliards pour les personnes de 105 ans et plus, comme je l'ai dit, une augmentation donc de 251%, contre seulement 1,7 milliard pour les moins de 20 ans, qui correspond à une diminution à partir d'aujourd'hui de 35%. Alors, pour conclure, ces résultats, bien entendu, ne sont pas gravés dans le marbre. Il me semble qu'il existe une incertitude d'estimation substantielle et une grande variation autour des différents scénarios de besoins en matière d'éducation et de contraception, ce qui, en ce moment-là, laisse une large marge d'intervention politique. Et donc, nous avons tous et toutes à pouvoir interagir avec la politique et j'encourage et je pense que nous devons avoir davantage de programmes de formation en politique de population et politique publique parce qu'on ne peut pas faire la démographie ou la santé sans interagir avec la politique. Et sur ce, je vous remercie. Sophia. OK, merci. Alors, 3 panélistes vont maintenant donner leur réflexion sur l'article présenté par Barthélémy. Chacun aura 13 minutes pour faire part de ses commentaires. Alors, nous commencerons par François Pelletier, qui travaille à la division de la population des Nations Unies. Allez-y. Bon, je vais partager. Bonjour à tous. Okay. Un instant. Où est le bouton Share? Slideshow. OK, c'est bon. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien?
C'est un plaisir d'être ici parmi vous. Mon nom est François Pelletier et je travaille à la Division de la population des Nations unies depuis plus de 20 ans, où j'ai occupé différentes fonctions. J'aimerais remercier Jacques Légaré pour m'avoir invité à cette session et à Sophia Tchep pour avoir présidé de cette session. Donc, aujourd'hui, on va parler des résultats des projections de IHME, l'Institute of Health Metrics. On va faire certaines comparaisons avec les résultats de la division de la population afin de comprendre les différences et les résultats de différentes projections. Bon, dans un premier temps, j'aimerais dire que les projections de population ne sont pas des prédictions, surtout quand on les fait jusqu'en 2100. C'est un exercice qui incorpore différentes hypothèses, différents outils, différentes méthodes, et c'est normal qu'il y ait des différences entre différents jeux de projection. Bon, faire des projections pour un pays, c'est une chose. Quand on en fait pour 200 pays, le défi est quand même plus grand. Et je dirais que ça exige qu'il y ait une certaine cohérence dans les trajectoires des différentes composantes, que ce soit pour la fécondité, la mortalité ou la migration, parce qu'on ne connaît pas vraiment avec précision ce qui va se passer dans 75 ans, 100 ans plus tard. Sans parler il ne faut pas oublier non plus le rôle du momentum dans l'élan démographique. Ça, ce n'est pas une question de trajectoire, mais ça joue un rôle important dans la croissance démographique. Quand on fait des projections aussi, l'horizon de la projection est important. Vous allez voir à travers des présentations que les variations sont d'autant plus fortes en 2075 puis en 2100 qu'en 2050. C'est l'effet cumulé des trajectoires qui s'imposent avec le temps. Et parfois, de très petites différences. On parle d'une différence d'un 0,1 ou 0,2 enfants par femme dans différents pays. Cumulé sur 75 ans, ça fait des millions de personnes. Donc, il faut bien y penser. Et le point de départ aussi, s'il y a une différence dans l'estimation de l'indice synthétique de fécondité, comme dans le cas de la Chine, cette différence cumulée à travers le temps a un impact important. Dans le cas de la division de la population, l'indicateur de fécondité pour la Chine, la dernière estimation est basée sur 1,69, tandis que pour IHME, c'est 1,53. Donc, cela fait une grosse différence. En termes, juste quelques mots en termes de considération méthodologique et hypothèses. Bon, on utilise les deux organismes utilisent les données du passé. IHME utilise aussi des covariables pour faire la projection dans l'avenir, ce qui est, je dirais, un assez grand défi. Et la division de la population, contrairement à IHME, prédit un certain regain de la fécondité dans les pays à faible de fécondité. Donc ça joue un petit peu, surtout dans les pays avec une grande population. Donc ici, c'est des comparaisons. On parle de la population de 2020 jusqu'à 2100 pour IHME et World Population Prospects. Donc IHME, c'est la ligne bleue, c'est le scénario moyen. La ligne verte est le scénario faible et rouge, le scénario élevé. Tandis que la division de la population, on retrouve la ligne noire assurée. Grosso modo, en 2100, IHME dit 8,8 milliards, la division de la population dit 10,9 milliards, une différence de 2,1 milliards. On va essayer de comprendre d'où ça vient tout cela. Donc, cette différence est où et pourquoi? Certains pays IHME ont des populations supérieures à WPP en 2100, en Afghanistan, Tchad, Niger, etc. Pour en nommer quelques-uns. Mais grosso modo, dans l'ensemble, c'est vraiment WPP qui a des populations plus élevées. Ceci dit, 92% de la différence s'explique par des différences dans une vingtaine de pays. 13 de ces pays sont situés en Afrique subsaharienne. 6 autres, dont la Chine, l'Inde et le Pakistan, sont en Asie. Ces 3 pays, la Chine, l'Inde et le Pakistan, c'est 40% de la différence en 2100. Donc, pour revenir un petit peu aux trajectoires de fécondité, je dirais que dans l'ensemble, la division de la population pour les pays à haute fécondité opérationnalise un déclin de la fécondité, mais un peu plus lent que dans le cas de IHME, et IHME va à des niveaux relativement plus bas. Et l'autre aspect que j'ai déjà mentionné,
c'est que dans les pays à faible fécondité, on a un certain regain de la fécondité dans les pays qui sont déjà à niveau très, très bas. Ce qui n'a pas beaucoup d'impact dans les pays à faible population, mais dans les grandes populations, ça fait une différence importante. Donc, grosso modo, 2/3 de la différence mondiale en 2100 s'explique par l'Afrique subsaharienne, l'Inde et la Chine. Bon, en Chine, comme je disais tantôt, le point de départ pour l'indice synthétique de fécondité est différent. Mais IHME prévoit que la population de la Chine va passer de 1,43 milliard en 2020 à 0,73 milliard en 2100. C'est quand même un déclin exceptionnel. Pour l'Inde, la différence est un peu moindre et c'est relié au fait que le point de départ est similaire, mais IHME prévoit un déclin plus rapide de la fécondité, je crois, à 1,29. Donc, ici, on va faire des scatter plots pour comparer les populations. Ici, c'est IHME en 2020 et en 2100. Donc, tout de suite, on voit. Est-ce que vous voyez ma souris quand je pointe? Oui, on le voit. OK. On voit tout de suite que par rapport à 2020, l'Inde et la Chine ont un déclin exceptionnel, surtout la Chine, tandis que le Nigeria passe de près de 200 millions à plus d'environ 800 millions. La division de la population a des trucs similaires aussi pour certains pays d'Afrique. On va faire un zoom, là, parce que là, l'Inde et la Chine étirent le graphique un peu. Donc, si on fait un zoom, on regarde encore la population en 2020 pour IHME et en 2100. Et là, on voit que l'Indonésie, le Brésil, le Bangladesh, la Russie, le Japon, le Vietnam, la Thaïlande, les Corées sont tous considérablement plus bas en termes de population. Donc, c'est quand même des déclins assez exceptionnels. On va regarder un peu les trajectoires. Ici, j'ai mis sur le graphique une série de pays qui ont un déclin de 45% ou plus à partir de 2018 à 2100. C'est des populations de IHME, ça. Et donc, on voit ici que même en République centrafricaine, il y a un déclin de 45%, et jusqu'à 78% de déclin en Lettonie. On voit ici le Bangladesh qui a un déclin de 160 millions à environ 80 millions. Le Japon descend aussi de façon assez rapide. Et on voit également les Émirats arabes unis qui ont un déclin d'environ 10 millions à 3,7 milliards. Dans mon analyse, je ne fais pas vraiment d'analyse sur la migration, mais ça laisse à penser qu'il y a des hypothèses assez fortes sur les questions migratoires dans cette région. Donc, ça vous donne un survol de certains déclins de population exceptionnels prévus dans l'avenir. Donc, on va essayer de comprendre ça en regardant un peu plus les indicateurs. Et je dirais que la fécondité est vraiment l'indicateur clé en termes de projection et pour contrôler la population dans l'avenir. Ici, on voit l'indicateur une comparaison entre l'ISF, l'indice synthétique de fécondité, entre IHME et la division de la population. Alors, bon, là, il y a une exception, c'est le Samoa. C'est peut-être une erreur, mais bon, on va se concentrer, on va faire un zoom pour voir davantage ce qui se passe. Donc, c'est le même graphique, 2100, 2095, 2100 pour la division de la population. Dans un certain nombre de pays, IHME prévoit des indices synthétiques de fécondité un peu plus élevés, y compris dans les îles du Pacifique, le Zimbabwe, etc. Mais la grande histoire ici, c'est que pour la division de la population, il y a un certain nombre de pays que je dirais que se retrouvent entre 1,7 et 1,9, tandis que ces pays-là, pour IHME, se retrouvent entre 1,2 et 1,6. Ça, c'est une grosse partie de la différence. Et on a aussi un certain nombre de pays, plusieurs pays africains se retrouvent ici, où, selon la division de la population, les résultats varient entre 1,9 et 2,4. Et ces mêmes pays-là
pour HMI sont entre 1,2 et 1,5, je dirais, en moyenne. Donc, ces deux composantes-là, en termes de fécondité, et ça, c'est des résultats à la fin du siècle, mais c'est le cumul de ces différences dans les trajectoires qui a un impact important sur la population. Pardon. Donc, ici, je regarde un peu plus près l'indice synthétique de fécondité de IHME en 2017, qui est leur dernière estimation, versus 2100. Et au début de la présentation, j'ai parlé de l'importance de la cohérence quand on fait des projections, parce qu'on ne connaît pas vraiment l'avenir, à vrai dire. Donc, ici, on voit qu'il y a plusieurs pays qui, aujourd'hui, sont entre 4 et 6 et qui se retrouvent à des niveaux relativement bas, moins de 1,4 ou même, je dirais, moins de 1,3 en 2100. Donc, puis on Il vous reste 2 minutes. Comment? 2 minutes. Il vous reste 2 minutes, oui. OK, donc ici, on voit qu'il y a quand même des niveaux relativement bas dans plusieurs pays africains. Il y a le Bangladesh, le Népal, l'Inde. Par contre, il y a d'autres pays qui ont des niveaux plus élevés. La distribution est un peu... il y a beaucoup de variabilité. On va passer des facteurs de corrélation. Le même exercice pour la division de la population, ce n'est pas parfait non plus, ce n'est pas une corrélation parfaite, mais c'est quand même, le nuage de points est plus serré. Bon, finalement, je vais regarder un petit peu l'espérance de vie. Ça a moins d'impact sur la projection de population, mais je pense que c'est important de regarder ça un peu. Ici, on compare à HMI 2100 la division de la population, et on voit que la division de la population est plus optimiste dans l'avenir en termes des projections d'espérance de vie. On se retrouve à des niveaux de 90 ans et plus dans un certain nombre de pays. Tandis qu'à HMI, prenons par exemple le Japon, qui est un des leaders mondiaux aujourd'hui, qui passe de 84 ans aujourd'hui à environ 93 ans pour la division de la population. Pour HMI, ça monte seulement à 87 ans. Et les trois pays qui se retrouvent les leaders mondiaux pour HMI, c'est des Maldives, le Koweït et l'Irak. J'ai fait l'exercice de cohérence aussi pour l'espérance de vie. En général, c'est mieux que pour la fécondité. Je n'ai pas vraiment fait d'analyse sur la migration. Au niveau mondial, la migration nette, c'est 0, donc c'est moins important. Ceci dit, ça peut avoir des implications importantes au niveau des pays. Bon, quelques conclusions et remarques. On ne connaît pas vraiment l'avenir, d'où l'importance d'une certaine cohérence dans les trajectoires. Sinon, cela implique que l'on a suffisamment d'informations pour justifier des variations spécifiques entre les pays. Et je crois qu'HMI a quand même pris un défi assez important en essayant de projeter des populations du monde avec des covariables. Mais je crois que c'est un peu à cause de ça qu'il y a plus de variabilité. J'ai parlé beaucoup de 2100, mais pour être franc, je préfère dire aux utilisateurs de se baser sur 2050 et 2075. Et effectivement, à plus long terme, les variations s'accumulent et ça explique les différences. Donc, au bout du compte, HMI obtient des niveaux de fécondité relativement bas dans plusieurs pays, ce qui engendre des déclins de population assez importants. Donc, pour quand le déclin de la population mondiale? En regardant les résultats par pays, je me dirais que c'est probablement après 2060 ou 2070. Il y a tellement de résultats où la fécondité est très, très basse et je ne pense pas que c'est vraiment plausible. Un dernier mot sur la migration internationale. Je crois qu'on s'en va vers un nouveau régime. Je crois qu'il va y avoir de la compétition pour les migrants. L'offre et la demande vont peut-être changer, mais je ne crois pas que ça peut compenser pour le déficit des naissances ou pour maintenir des populations dans un contexte où la fécondité serait si faible à long terme. Merci bien. Okay, merci, on est ici des François. sources. Un petit peu sur HMI et division de la population. Merci bien. OK, merci. Ensuite, nous avons Laurent Martel qui va donner ses réflexions sur l'article. Laurent travaille au Centre de démographie de StatCan. Alors, vous n'avez pas de diapo, oui?
Non, c'est ça, Sophia. OK. Premièrement, merci pour cette introduction. Je n'ai pas préparé de PowerPoint, donc ça va être a cappella, comme on dit. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi de participer à cette table ronde aujourd'hui avec mes collègues experts en projection démographique. D'entrée, évidemment, je souhaite remercier Jacques Légaré pour son idée et pour son invitation. Et puis, j'en profite également pour lui souhaiter un joyeux anniversaire au passage. En bon employé de Statistique Canada, évidemment, je vais commencer mon intervention en vous rappelant que hier, c'était le jour du recensement 2021. Je vous invite donc à remplir votre questionnaire du recensement dès que possible. Et puis, si vous ne le faites pas, je vous rappelle simplement qu'on sait où vous habitez. On m'a demandé de formuler quelques réactions suite à la publication de l'article dans The Lancet sur les projections de la population mondiale. J'ai trouvé que ça tombait bien parce que j'en avais effectivement quelques-unes à partager. Donc, je vais intervenir aujourd'hui sur 3 points. D'une part, je vais parler du contexte et des travaux sur le sujet. Je vais couvrir également dans mon deuxième point un aspect méthodologique qui est négligé selon moi. Et enfin, je vais parler de l'avenir de la population canadienne dans le contexte de cette perspective mondiale. On n'en a pas encore parlé. Alors, ma première réaction porte sur d'autres travaux sur le sujet. À mon avis, on dirait que la question de l'avenir de la population mondiale revient à l'avant-scène ces derniers temps. C'est comme si pendant des années, on a cru l'affaire de l'avenir de la population mondiale entendue, notamment parce que la plupart des projections, en tout cas les plus connues étant celles des Nations unies, montraient une hausse continue du nombre d'humains sur Terre au cours des prochaines décennies. Et à ma connaissance, il y avait peu de démographes qui osaient alors, je parle des années 90, la première décennie des années 2000, contredire en fait l'ONU en projetant une décroissance. Parmi les rares, peut-être mentionner IASA avec ses premières séries de projections probabilistes. On peut également évoquer Hervé Lebras en France dans son livre « Vie et mort de la population mondiale » qui a été publié en 2009. Et Hervé Lebras évoquait une décroissance possible de la population mondiale, et ce, dès 2050. Alors aujourd'hui, au moins 3 séries de projections de la population mondiale diffèrent de celles des Nations unies. Le US Bureau of Census, l'équipe de Wolfgang Lutz à IASA et celle qui nous intéresse aujourd'hui, présentée par Barthélemy. Je note au passage que dans les dernières projections du projet présenté par Barthélemy, je disais qu'environ 500 experts ont contribué de proche ou de loin à l'élaboration de ces projections démographiques. C'est beaucoup de monde, ça. Et puis, je suis sûr que mon collègue Patrice Dion, qui est en ligne actuellement, chef des projections démographiques à StatCan, va me demander davantage de ressources dès demain pour faire ces projections. Alors, les principaux résultats, bien évidemment, on les a entendus, la population mondiale pourrait commencer à diminuer dès 2060. Les Nations unies, au contraire, continuent de projeter une hausse continue de la population mondiale, bien qu'il y ait, bien entendu, un ralentissement de cette croissance. Chose certaine, c'est que je trouve qu'on voit vraiment une polémique entre ces diverses séries de projections et ça suscite de l'intérêt partout. Pour preuve, la semaine dernière à la PAA, une table ronde était également organisée sur le sujet avec notamment Wolfgang Lutz et John Wilmot. C'est la même chose finalement que les projections et les estimations de StatCan et de l'ISQ. On en parle juste quand elles diffèrent, et puis je suis certain que mon collègue Frédéric Paillard sera d'accord avec moi. Alors, les projections dont on parle aujourd'hui ne m'ont pas surpris, puisque les conclusions qu'on en tire sont à peu près les mêmes que celles qu'on retrouve dans un livre canadien qui a été publié 1 an plus tôt, par notamment le journaliste du Globe and Mail, John Ibbitson. Et ce livre s'intitulait Empty Planet, The Shock of Global Population Decline. C'est un livre canadien, donc, un livre fait par des journalistes. J'avais briefé le statisticien en chef à ce sujet l'année dernière, et comme je vous disais, les conclusions sont à peu près les mêmes dans le livre que dans les projections présentées par Barthélemy. La population mondiale va commencer à décroître bien avant 2100. Les Nations unies sous-estimeraient la baisse de la fécondité mondiale, enfin la rapidité de la baisse de la fécondité mondiale. Une autre conclusion qu'on retrouve dans les 2 ouvrages est que les 2 facteurs clés finalement dans l'évolution de la population mondiale sont liés aux femmes et à leur fécondité.
c'est-à-dire la scolarisation des femmes et leur accès à la contraception, le tout présenté souvent dans un contexte général d'urbanisation croissante des populations humaines. Et dernière conclusion qui a retenu mon attention, c'est qu'une fois la baisse de la population mondiale commencée, elle serait inexorable, n'étant pas attendu que la fécondité repasse au-dessus du seuil de remplacement des générations une fois qu'elle aura plongé en dessous. Donc, c'est l'idée qui est reprise d'ailleurs dans le livre d'Ibbotson de la low fertility trap. Alors, je termine ce premier point de mon intervention en mentionnant pour moi que la vraie question, ce n'est pas de savoir si la population mondiale va diminuer, mais bien à partir de quand elle va diminuer au 21e siècle. Donc, je rejoins une des conclusions de mon ami François là, dans sa présentation. Le débat est évidemment lié à la baisse de la fécondité en Afrique subsaharienne, Barthélémy en a parlé. C'est là que l'essentiel des fortes croissances démographiques se concentre. L'autre question qui m'apparaît intéressante, qui a été reprise dans les deux ouvrages, c'est celle de la low fertility trap. Dans un contexte où la fécondité mondiale serait durablement autour de 1,6 enfants par femme, quel est l'avenir au-delà de 2100 pour la population mondiale? Jusqu'où tout cela va nous mener? Quelles sont les perspectives pour le 22e siècle? Il est évident que les démographes, selon moi, ont les outils pour répondre à ces questions. Je n'ai jamais vu de projection sur une aussi longue échelle et c'est évident que sur une aussi longue échelle, l'incertitude est très grande. Mais si on veut éviter certains futurs, je pense qu'il serait très utile de réaliser dès aujourd'hui ces projections à très long terme. Alors, ma deuxième réaction, c'est sur un aspect plus méthodologique. Bon, rassurez-vous, là, je vais embêter personne cet après-midi en vous parlant des modèles sophistiqués de régression qui ont été utilisés de part et d'autre. Mon point n'est pas là. Mon point, c'est que, bon, il est évident que pour l'avenir de la population mondiale, le point le plus important, c'est évidemment la fécondité. Tout le monde l'a souligné jusqu'à présent. Alors, l'ONU ne tient compte dans cette projection de la fécondité que des tendances historiques. Les projections publiées dans The Lancet, il y a ça également, tiennent compte de variables explicatives, c'est-à-dire essentiellement deux, la scolarité des femmes ainsi que l'accès à la contraception dans le cas des projections réalisées pour The Lancet. Alors personnellement, moi je trouve ça très bien des variables explicatives, ça ne peut qu'améliorer les modèles prédictifs, mais peu importe ce qu'on fait, en fait, on est obligé de s'appuyer sur des données historiques pour comprendre soit les variations temporelles ou la force et le sens des relations entre les variables du modèle. John Wilmot l'a souligné la semaine dernière, pour les Nations unies, les tendances passées sont le meilleur prédicteur possible des tendances à venir. Et dans l'équipe de la IHME, les relations entre les variables qui sont observées dans le passé sont supposées constantes dans l'avenir. Pas moyen de faire autrement. Selon moi, et plus que jamais aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que le passé est vraiment garant de l'avenir? La question, elle me semble très pertinente, surtout dans le contexte où il y a probablement beaucoup de leçons à tirer de la pandémie actuelle. Alors peut-être qu'un des défis des démographes dans l'établissement de projections démographiques, c'est non seulement de nous servir des tendances passées, mais également essayer de tenir compte de ce que le passé ne peut pas nous apprendre. Et ceux qui travaillent à projeter, par exemple, les changements climatiques sont confrontés tous les jours à cette dimension-là. Alors, à Statistique Canada, on a essayé ce pari-là, en fait, en introduisant à la formulation de nos hypothèses l'opinion d'experts depuis quelques années. Le domaine de expert elicitation, là en anglais, s'est considérablement développé au cours des dernières années et est utilisé lorsque l'incertitude est grande en raison de données incomplètes. Alors, vous avez peut-être vous-même répondu au premier sondage d'opinion d'experts que Statistique Canada a fait. Si c'est le cas, je vous en remercie bien évidemment. Nous croyons fermement que cet exercice nous permet d'enrichir les projections que nous établissons en tenant compte de ce que les tendances historiques parfois ne nous disent pas. Je pense que cette façon de faire aurait pu aussi enrichir les projections présentées par l'IHME. Et d'ailleurs, l'intervention de Wolfgang Lutz la semaine dernière se terminait notamment sur ce point. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire que ça sera un succès nécessairement.
On pourra penser, par exemple, que les démographes ont toujours sous-estimé les gains en espérance de vie, et ce depuis 2 décennies. Donc, l'opinion d'experts n'est pas une garantie par ailleurs de se tromper ou pas. Je vais terminer ce point en disant que d'autres agences statistiques nationales ont récemment pris le même chemin que Statistique Canada et introduisent eux aussi cette façon de faire, cet ajout dans la formulation de leurs hypothèses. Alors, mon dernier point porte, et il me reste 2 minutes et demie, là, mon dernier point porte sur le contexte canadien. Alors, les dernières projections de StatCan vont jusqu'en 2063 et donnent environ 57 millions de Canadiens selon le scénario de croissance moyenne. On a poussé ces projections jusqu'en 2100 pour certains clients travaillant notamment sur les changements climatiques. Et la population du Canada pourrait atteindre 80 millions d'habitants selon le scénario de croissance moyenne, encore une fois, qui suppose évidemment le maintien de nos niveaux actuels d'immigration, je vous le rappelle, qui depuis 30 ans sont quand même assez soutenus. De tels niveaux d'immigration suggéreraient des changements rapides au niveau de la composition ethnoculturelle et linguistique du pays, des dimensions qu'on peut approcher en utilisant notamment notre autre modèle de projection qui s'appelle DEMOSIM, un modèle de projection par microsimulation. Alors, pas de décroissance projetée de la population canadienne d'ici 2100, contrairement à ce qui est projeté pour la population de beaucoup de pays développés, comme le Japon, l'Italie, l'Espagne ou des pays d'Europe de l'Est. Dans certains cas, on apprend que les projections, les baisses de population pourraient être de plus de 50%. C'est énorme. Au Canada, c'est assez intéressant parce qu'on voit que nos projections suggèrent une hausse continue de l'espérance de vie, mais certains groupes militent même pour davantage de croissance. C'est le cas, par exemple, du fameux Century Initiative, qui fait actuellement la promotion active de l'idée d'avoir 100 millions de Canadiens en 2100. On justifie l'initiative notamment en mentionnant que la croissance économique est liée à la croissance de la population et que le Canada is falling behind, the world is changing at a rapid pace. Donc, vous voyez un peu l'argumentaire derrière ça. Je pense qu'on pourra certainement considérer l'approche un peu simpliste, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des défis colossaux qui attendent tous les pays du monde, incluant le Canada au cours des prochaines années. Dans le contexte de la dépopulation, de la faible fécondité, j'ai l'impression que 2 choix reviennent au pays, soit celui de miser sur l'immigration, ou alors de miser sur d'autres facteurs comme les gains de productivité, la robotisation, la hausse des taux d'activité des femmes et des personnes âgées. Et on pourrait dire en conclusion, parce qu'il me reste quelques secondes, qu'au Canada, j'ai bien l'impression qu'on mise sur tous ces facteurs à la fois, surtout sur l'immigration, évidemment, puisqu'elle est soutenue depuis maintenant 4 décennies, mais on vise également d'autres améliorations. J'évoque notamment le fait que le dernier budget fédéral annonçait la mise en place d'un système national de garderie pour aider les familles, un programme susceptible de soutenir non seulement l'activité économique des couples, mais également de leur fécondité. Alors, je termine par ceci. L'avenir du Canada est-il radieux lorsqu'on le compare à d'autres pays du monde à la lumière des récentes projections qui ont été établies? En tout cas, ce qui est clair, c'est pour le journaliste Ebbetson, dans son livre, il écrivait « Le 21e siècle pourrait correspondre à l'âge d'or du Canada ». Et les projections établies récemment et publiées dans The Lancet ou par IASA pourraient bien indiquer la même chose. Alors voilà, je vous remercie de votre attention. Okay, merci Laurent. Enfin, Frédéric Fleury-Payet nous fera part de ses réflexions sur l'article présenté par Barthélemy. Frédéric travaille à la direction des statistiques sociodémographiques de l'Institut de la statistique du Québec. Allez-y. Oui, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Je me vois également, donc voilà. Je vais partager grand écran. Est-ce que tout le monde est maintenant en grand écran? Oui, c'est bon. Donc, d'abord, moi aussi, j'aimerais remercier Jacques Légaré d'avoir organisé cette table ronde et de m'avoir invité à y participer parce que même si je suis responsable des projections à l'ISQ, en 2020, j'ai surtout travaillé sur les décès, puis c'était vite passé en juillet. Cette publication-là, on en avait parlé quand même dans les médias. Ma collègue Chantal Girard avait donné
quelques entrevues là-dessus. Ça avait fait réagir, ça avait effectivement eu une belle couverture. Et puis, je ne savais pas à quel point, en fait, le sujet était... Je savais que le sujet serait passionnant, mais il est encore plus que je le pensais parce que quand même, je constate qu'il y a une controverse quand même avec ces résultats-là qui vient donc... qui se veulent une nouvelle alternative et qu'on prétend peut-être supérieure à ce que l'ONU faisait par le passé. Donc, déjà, cette affirmation-là là, invite à scruter les résultats et la méthodologie. Donc, moi, j'aimerais vous dire que j'ai tout téléchargé, tout vérifié et que tout est beau. Mais donc, d'un, je n'ai pas pu évidemment faire ça. C'est une entreprise impossible, à vrai dire, pour le peu de temps en fait, que j'avais à y consacrer et l'ampleur de cet exercice hein, qui évidemment est d'une ampleur inégalée à ce jour. Je ne sais pas si tous les calculs derrière l'approche des Nations unies semble aussi lourde de computation et de traitement de données, mais celle-ci semble l'être. Donc, j'en suis réduit donc à lire ce qui a été dit beaucoup là-dessus au cours des 8 ou 9 derniers mois. Et je vais faire un peu, vous faire le résumé de mes constats de ces lectures-là et de ce que j'en ai compris. Et pour un peu, peut-être aussi, en étant dernier dans cette table ronde-là, peut-être juste lancer quelques éléments de discussion, puis laisser la place ensuite à tout le monde hein, pour peut-être en parler. Donc, commençons par les aspects techniques. Comme j'ai dit, les paramètres de départ et les hypothèses de projection déjà ont été évoqués par François des Nations unies. Donc, soulever quelques incohérences peut-être qui sont préoccupantes pour juger de la qualité de ces projections. Moi, donc, je ne vais pas me lancer moi-même dans cet exercice-là et je vous inviterai seulement à consulter un document qui a été un working paper qui est présentement disponible, fait notamment par une personne que je connaissais, Thomas Sobotka, comme un grand expert de la fécondité à IASA, et Gaëtel Basten, que je ne connaissais pas, mais qui est professeur de démographie à l'Université de Hong Kong, si je comprends bien. Donc, eux, ils ont vraiment fait un survol complet des résultats, des différences et de certaines préoccupations. Et ce que j'en retiens, peut-être ce que je pourrais résumer l'aspect peut-être le plus préoccupant, c'est quand on souligne que par exemple, certains paramètres de départ dans des pays très développés, donc avec un très bon système d'enregistrement des naissances et des décès, donc un résultat qu'on pourrait considérer très, très fiable pour le point de départ, l'estimation de IHME est avec un intervalle de confiance parfois très large, mais cet intervalle-là n'inclut même pas la valeur décrite par des pays comme, je crois, la Finlande ou l'Allemagne. Donc, on pourrait penser qu'il peut y avoir une petite marge d'erreur dans leur estimation, mais très, très faible. Donc, on peut penser que les modèles appliqués sont intéressants dans les endroits où il n'y a aucune donnée possible ou des données de très faible qualité. Et que peut-être que pour ces pays-là, ils fonctionnent, mais lorsqu'appliqués à des pays de très bonne qualité, bon, peut-être que ça fonctionne moins. Donc, je ne sais pas si c'est là la cause de cette incohérence-là. Mais donc, c'est quand même, je trouve, préoccupant. Et aussi, les tendances dessinées par ces niveaux-là de départ qui peuvent parfois différer avec ce que les agences statistiques de certains pays avec des données assez fiables divergent des tendances qui sont ensuite projetées par IHME. Donc, ça peut expliquer des écarts importants. Et là encore, ça me semble assez préoccupant. Donc, avec la lecture de ça et d'autres articles aussi qui ont été commentaires de la part de la communauté des démographes, hein, parce qu'en démographe, on juge. Il y a beaucoup, en fait, de démographes qui ont parlé là-dessus. Donc, il y avait vraiment, j'ai constaté un grand scepticisme dans ce que j'ai pu lire. Et donc, moi, si
au moment actuel, on me disait lequel on devrait utiliser, bien, je dois vous avouer que j'aurais peut-être encore tendance à préférer celles de l'ONU, qui ne sont pas parfaites non plus. Mais peut-être que les méthodes qu'on pourrait perfectionner, ou si on paramétrise mieux, donc si on exploite mieux les données de bonne qualité, au moins de certains pays avec de très bonne qualité, peut-être qu'on en arrivera à un modèle supérieur. Donc, peut-être que les itérations futures du modèle de IHME seront effectivement supérieures, mais est-ce qu'on y est rendu? Je ne sais pas. Et il y a aussi peut-être la prétention d'avoir quelque chose de supérieur à ce que les Nations unies font, c'est-à-dire ici je cite notre scénario de référence basé sur des modèles statistiques robustes de fécondité, mortalité et immigration. Donc, il y a une prétention, disons, aussi dans l'utilisation du mot forecast, prévision, qui est un peu ambitieux et dans le positionnement médiatique suite à la publication de l'article, on le sentait également. Donc, je crois, en tant que projectionniste, l'humilité est vraiment la plus grande qualité. Et même si on parle de marge d'incertitude, tout ça, qui est peut-être souvent relégué et moins mis de l'avant, ben, c'est dans l'utilisation du temps de verbe futur aussi, puis dans l'utilisation du mot prévision. Je crois qu'il faut faire attention à ça. Et je peux juste lancer la question aussi, jusqu'à quel niveau de modélisation peut-on aller? Donc, la modélisation en statistique, c'est hyper important. Des fois, on n'a pas le choix d'en faire. Je vais vous donner, par exemple, l'exemple du sous-dénombrement net au Canada, sur lequel on travaille en collaboration avec Statistique Canada, qui fait des ateliers pour nous exposer des méthodes parfois très complexes sur combien de gens on a ratés au recensement. On ne va pas aller les compter toutes. On les a déjà ratés au recensement. On va faire des estimations puis des modèles parfois complexes. L'enquête sur la population active pour estimer le chômage, notamment, qui doit faire utilisation de méthodes de petits domaines, notamment pour essayer d'avoir les statistiques que les gens veulent. Les gens veulent des statistiques mensuelles par région administrative au Québec. Et parfois, il y a des choses que la taille d'échantillon ne nous permet pas de donner, mais il y a des modèles qui peuvent être utilisés, mais il faut être transparent et vraiment, vraiment rigoureux dans la validation de ces modèles-là. Il y a aussi tout l'ajustement pour les données provisoires. Là, ici, plus nous, à l'interne, ben, par exemple, nos décès cette année, on nous a demandé de faire des décès plus rapidement, à une échelle plus détaillée, une temporelle plus détaillée, avec plus de sous-groupes aussi, jusqu'à quel point on peut dire, si j'ai un décès dans ma base de données pour les jeunes de 0,49, mais il y en a plein qui sont déjà encore chez le coroner, est-ce que je peux me permettre de surpondérer x2, x3 un décès connu, considérant qu'il y en a 2 qui manquent? Jusqu'à quel point on peut aller? Donc, c'est vraiment des questions qu'on se pose. Et puis, oui, il faut de la modélisation, mais à quel niveau on arrête? Ben, j'aimerais lancer la question. Puis, un peu comme l'énonçait, si j'ai bien compris, Laurent, qu'est-ce qui est le plus fiable à projeter directement une composante, comme la fécondité, ou ses déterminants, comme le niveau d'éducation et les besoins comblés en matière de contraception? Donc, il faut les projeter, ces covariables-là, ces déterminants-là. Donc, oui, c'est très utile. Si on veut faire, par exemple, des scénarios d'analyse, qu'est-ce qui va arriver si on réussit à tout atteindre, tout combler les besoins, si le niveau d'éducation atteint 16 ans partout, par exemple. Mais pour un scénario de référence, qu'est-ce qui est plus fiable? Donc, je me pose la question. Et puis, il y avait dans Basten et Sobotka, à propos de l'interprétation des résultats, j'inclus ça dans les aspects techniques. Par exemple, population en âge de travailler, on fait comme un lien assez direct entre population en âge de travailler, travailleurs et ensuite emploi et ensuite PIB national. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas le cas. Puis il y a des travaux récemment par Sherbov et Sanderson, notamment, qui critiquent, par exemple, le ratio de dépendance classique qui date de plus de 100 ans, qui propose des nouvelles méthodes pour raffiner notre analyse des conséquences du vieillissement. Et donc, par exemple, comme l'approche NTA là, qui nous avait été présentée par notre collègue Julien Naveau il n'y a pas si longtemps, et développée en grande partie par Ronald Lee à Berkeley sur les National Transfer Accounts, qui permettent de peut-être mieux modéliser, parce qu'il y a de la modélisation beaucoup, mais donc peut-être là qu'on a vraiment un intérêt à faire
la grosse modélisation. Donc, c'est ça. D'un côté, de la modélisation très sophistiquée, mais une approche analytique plus brute, peut-être même plus naïve là, sur les conséquences. Et puis, l'immigration comme solution, là, il y avait un communiqué de presse qui accompagnait cette diffusion-là. Et oui, mais de quelle provenance? Là? Si tous les pays du monde donc, ont moins de gens, et oui, il va y avoir une très forte compétition, mais clairement, il va falloir aller les chercher quelque part. Et donc, ce n'est pas une solution pour tout le monde. Certains vont gagner à cette compétition de tirer les migrants, mais pas tout le monde. Donc, est-ce que c'est une solution globale? Ça serait difficile de penser ça. Donc, Il vous reste 2 minutes. D'épistémologique. Je pense que tout ça soulève la grande question d'évaluation par les pairs ou de gestion de grandes équipes aussi. Hein, comme si on dit que 500 personnes ont travaillé là-dessus. Comment évaluer, valider tout ça? C'est vraiment une question intéressante. Et puis, je remarque que cette année, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là, sur le processus d'évaluation par les pairs, beaucoup de choses qui ont été publiées en cette année COVID en pré-print. Et donc, on veut publier plus vite, mais on ne doit pas non plus laisser tomber l'évaluation par les pairs. Puis là, je crois que l'évaluation a dû être assez longue pour cet article-là parce que, bon, la comparaison avec les résultats des Nations Unies qui avaient été faits était avec l'ancienne version qui était avant 2019. Donc, est-ce que c'est la COVID qui a rallongé les délais de publication? Barthélemy pourrait peut-être nous en informer, mais donc, ça soulève certaines questions intéressantes de ce côté. On pourra en jaser ensemble. Et puis, la reproductibilité des résultats pour un travail de cette ampleur, bien, je vois aussi, je dis idem parce que c'est en pleine transformation. Je sens qu'il y a vraiment une volonté d'assurer le plus possible la reproductibilité dans chaque travail qui est publié. Et pour un exercice de cette ampleur, est-ce même possible? Et puis, une grande question, c'est quel est l'objectif principal qu'on vise pour des projections? Est-ce que c'est informer sur la tendance actuelle et ses conséquences en termes de population, et ensuite agir peut-être sur notre trajectoire, ou prédire un futur, donc vraiment prétendre qu'on fait une prévision, une prédiction sur un futur qu'on pourrait même qualifier d'immuable, donc qui va peut-être moins inviter à l'action si c'est ça qu'on veut faire, si on veut avoir une action, si on pense, par exemple, qu'il y a trop de population, si on dit « la fécondité va baisser », ben peut-être, ou l'éducation va augmenter partout. Peut-être que ça incite moins à l'action si c'est ça qu'on veut. Et donc, aussi, une grande question, quelle place pour les démographes? Là, il a été dit qu'il n'y avait pas nécessairement... C'est dur à quantifier l'ampleur de l'expertise démographique qui était dans l'équipe peut-être plus épidémiologique ou santé publique qui est associée au Global Burden of Disease. Mais il y avait des critiques, mais il semble y avoir comme un peu l'expertise démographique des derniers développements des dernières années semble peut-être pas avoir une place au chapitre autant qu'elle le devrait pour un exercice de projection démographique. Donc, à réfléchir. Et je soulèverais la question de l'interdisciplinarité. Donc, c'est bien, l'article de Sobotka disait qu'il n'y a pas juste les démographes qui peuvent faire des projections. Évidemment, il y a des techniques qui peuvent être appliquées par tout le monde, mais quand même, bon, on ne demande pas aux garagistes de faire de la médecine, ni donc, en fait, il faut au moins que nous, en tant que démographes, on s'assure qu'on applique nos champs de compétences là où on a vraiment besoin de nous. Mais peut-être que, je veux dire, on ne le fait peut-être pas assez ou on ne réussit pas assez à bien se faire connaître. Ça, je pense, c'est une question récurrente dans notre association.